Je suis Florent Beger, chargé de mission au pôle européen de la céramique et référent au niveau de l'Occitanie. Et c'est moi qui vais introduire finalement cette session. Pour rappel rapidement, donc les WebTech du pôle, c'est un format que nous avons mis en place sur tout le mois d'avril et qui permet à nos adhérents finalement de vous présenter un savoir-faire ou une technologie durant un format assez court d'une demi-heure. Et ensuite, vous pourrez également poser des questions, bien sûr. Ces formats, on les veut autour de nos domaines d'activité stratégiques, que sont le luxe et la création, énergie et transport, santé, environnement et habitat, et également électronique et photonique, mais aussi de nos deux domaines d'activité dits transverses, qui vont être l'usine du futur ou les traitements de surface, qui répondent un petit peu finalement au marché précédemment cité. Pour cette septième session, alors, hop, on va avoir droit à une intervention de Romain Fr, donc qui est le CEO de Norimat, et qui va nous parler plus en détail donc du fruitage flash et des opportunités associées en fait à ces matériaux et aux procédés en plus en détail. Je profite également de cette courte introduction pour vous faire part d'un élément complémentaire, c'est-à-dire que Ceramic Network, qui était normalement organisé en juin et qui est la convention d'affaires organisée par le pôle européen de la céramique, aura lieu les 4 et 5 novembre à Limoges. Donc c'est une convention d'affaires où il y aura donc du B2B bien sûr, des conférences, mais également des visites de sites. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous diriger soit vers les personnes du pôle ou aller voir directement sur le site internet. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous donner plus d'ample information sur le sujet. Je vous parlais tout à l'heure également de WebTech tout au long du mois. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un court extract finalement du programme ici qui s'étend jusqu'au 21-04. Et je vous invite également à aller voir sur notre site internet qui est indiqué au-dessus de la slide pour voir un petit peu le programme qui est mis à jour régulièrement. À ce jour, nous avons des conférences qui vont durer normalement jusqu'au 28 avril. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous inscrire. Ce sera sur le même format qu'aujourd'hui. Quelques consignes avant de commencer la WebTech. Je vous propose donc de couper votre micro pour que ce soit plus simple pour échanger, mais également de couper votre caméra car nous sommes assez nombreux et pour fluidifier finalement les échanges et la bonne compréhension de la WebTech. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, soit directement à moi-même en privé ou à Romain qui interviendra dans les minutes qui suivent, ou sur le chat directement public. À la fin de la session, je poserai l'ensemble des questions de façon anonyme pour que Romain puisse y répondre voilà, avec ses compétences. Alors, je vais laisser la main à Romain. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents, d'être connectés dans ces temps un petit peu particuliers où on trouve des systèmes un petit peu différents pour communiquer. Donc voilà, donc j'en profite aussi pour remercier beaucoup pour Florent et puis le pôle en général pour organiser ces webinaires qui nous permettent de pouvoir expliquer un petit peu plus nos technos, la présenter, et puis comme le disait Florent, de pouvoir vous présenter les quelques cas d'application, en tout cas de la céramique. Donc je vais vous présenter rapidement un petit peu notre société qui est encore assez jeune, hein, donc c'est pas je pense que c'est pas inutile. La techno, bien sûr, qu'on utilise, donc, qui s'appelle le fruitage flash ou fruitage SPS pour les gens qui connaissent le mot plutôt anglais hein, pour Spark Plasma Sintering. Et puis après, on verra quelques cas d'application et puis aussi comment nous, on a construit notre activité autour de certains cas d'application et voilà, et les possibilités. Ça devrait durer à peu près un peu moins d'une demi-heure, je pense. Et puis après, bien sûr, je répondrai à vos questions par l'intermédiaire de Florent. Donc, la société, elle est créée depuis maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. On est une spin-off d'un laboratoire de recherche basé à Toulouse, qui s'appelle le CIRIMAT, un laboratoire de matériaux que beaucoup d'entre vous connaissent. On s'appuie finalement sur
sur partie de recherche fondamentale qui a été faite sur la techno, dans les équipes dont on faisait partie. Il y a 4-5 ans, on a décidé de vraiment se lancer dans l'industrialisation du process parce que c'était un procédé qui était à un certain niveau de maturité technique, qui avait plusieurs possibilités de développement, et donc on a décidé de se lancer. Aujourd'hui, donc on est basé à la Belge, dans les locaux du CERTEC en Occitanie, pour ceux qui ont eu l'occasion, qui auront l'occasion de venir nous rendre visite. Et on est 10 ans, c'est des chiffres qui augmentent régulièrement parce qu'on a quand même une croissance qui est assez importante sur ces derniers mois. On travaille sur différents secteurs d'application, donc notamment l'aérospatial, qui porte beaucoup le développement, le luxe, on y reviendra, la défense, et puis ensuite des secteurs qui sont plus émergents chez nous, qui sont l'énergie et puis des applications un petit peu plus industrielles autour de l'outillage notamment. Alors, pour expliquer assez simplement la technologie, donc nous on fait donc du fruitage, hein, donc on part de poudre qu'on va densifier à l'aide d'une presse à chaud. C'est la façon la plus simple de décrire la technologie. Donc vous voyez ici tout ce qui retourne de la presse à chaud. Je vais essayer de mettre le pointeur pour que vous voyez bien. Donc on retrouve notre échantillon sous forme de poudre qui est ici, que l'on va mettre dans un outillage, et vous retrouvez ici notre presse qui va venir appliquer une force sur notre échantillon. La grosse différence du procédé SPS, c'est que on ne va pas comparer à un frittage sous charge classique, venir réchauffer par des résistances extérieures l'ensemble de l'enceinte. Nous, on va venir injecter un courant d'assez forte intensité directement dans cette presse, passer par notre outillage, et ce qui va créer l'échauffement. Donc, au final, l'enceinte reste relativement froide, on ne chauffe vraiment que la partie utile, on va dire, ou au plus près de la partie utile et de la poudre, ce qui nous permet... Ah, je crois que je ne peux pas passer si je fais ça, c'est embêtant. Voilà. Ce qui nous permet du coup d'atteindre des vitesses de montée et de descente en température qui sont assez exceptionnelles, hein, puisqu'elles sont classiquement de l'ordre de centaines de degrés par minute. Ça va dépendre beaucoup de la taille des échantillons, mais c'est un peu l'ordre d'idée qu'il faut garder en tête, contre des vitesses de rampe qui classiquement dans des fritages traditionnels, on va dire, ou avec ce système d'échauffement, vont être plutôt de l'ordre de 1 à 5 degrés minute, 10 quand on veut aller un peu vite, mais donc on voit qu'on gagne vraiment 1 voire 2 ordres de grandeur dans ces cas-là. Ce qui fait que pour densifier tout un tas de céramiques de façon assez large, hein, puisqu'on va même aller jusqu'au carbure, on le verra, les cycles ne durent que quelques minutes, en dessous de l'heure le plus souvent, contre des cycles de fritage qui sont bien sûr de plus de 24 heures classiquement. Si on regarde le procédé d'une façon un petit peu différente, hein, avec les différentes étapes, donc vous retrouvez ici l'outillage qu'on utilise, qui est conducteur de courant, vous l'aurez compris, donc très souvent c'est du graphite, c'est pas uniquement les matériaux qui sont utilisés, mais dans la majeure partie des cas c'est du graphite. On va mettre la poudre à l'intérieur, refermer le moule avec le système de piston, fermer, une étape de contrôle pour s'assurer que la quantité de poudre intégrée dans l'outillage est la bonne, qu'on est bien centré sur les pistons, et puis ensuite on le met directement dans le four, dans l'enceinte du four. Ici on va appliquer une pression et faire le passage du courant, et donc on va avoir une étape de fritage qui va se passer ici, le refroidissement avec le relâchement de la pièce, et donc l'ensemble de ce cycle va être installé. On a également ici sur la droite de la présentation, vous voyez qu'on enregistre aussi de façon continue dans l'ensemble du cycle tout un tas de données qui nous permettent de suivre
que le process se passe correctement. Donc, pour avoir un suivi directement in situ et avoir un contrôle qualité assez important sur ces pièces-là et un suivi sur les pièces. Donc voilà la machine que l'on a depuis la fin de l'année dernière, donc qui est arrivée à Toulouse, dans nos locaux. Donc vous voyez ici l'enceinte dans laquelle on va aller faire les essais. Et donc on a, vous pouvez le voir, donc une température maximale sur ces équipements qui peut aller jusqu'à 2200 degrés, c'est à peu près la tenue en température du graphite. Nous, on développe 12 000 ampères sur cette machine-là et une force de 40 tonnes, 400 kN. Ce qui nous permet donc de densifier des échantillons autour de 20 jusqu'à 150 mm avec des rampes de température qui peuvent être classiquement entre 50 et 200 degrés par minute, avec une taille qui est accessible. Alors là aussi, hein, ça dépend beaucoup des matériaux, mais pour vous donner en tout cas un ordre de grandeur, on travaille sur des pièces qui peuvent faire jusqu'à un diamètre 150 mm en moyenne, une hauteur de 50 mm, et ça on peut le densifier jusqu'à 1500 degrés. Voilà. On a la possibilité pour certains projets, quand on a besoin de faire des prototypes de plus grande dimension, de pouvoir travailler avec des partenaires et d'aller utiliser des machines si elles sont plus grosses et permettre d'aller faire des pièces sur des diamètres jusqu'à 300 mm. Les avantages de la techno, au sens un peu généraux du terme, c'est qu'on n'a pas de limitation sur les matériaux qu'on va utiliser. On peut travailler avec des oxydes, des carbures, des nitrures, des matériaux qui sont réfractaires, aussi des matériaux métalliques. En gros, on a tendance à dire qu'on densifie tout ce qui se trouve sous forme de poudre entre 200 et 2000 degrés. Bon, voilà, encore une fois, c'est un ordre d'idées à garder en tête. Et vous voyez quelques exemples qui ont été faits chez nous avec des composés organiques qui là se font plutôt à basse température, des familles d'oxydes, donc là pour faire des céramiques transparentes qui se font autour de 1400 degrés ici, et des carbures de tungstène, carbures de bore qui sont là à beaucoup plus haute température. Dans ces poudres, on n'utilise pas de liant. C'est une des spécificités du process, hein, puisque c'est le moule qui va faire la mise en forme dans ce cas-là de nos pièces. Et donc, on a de très bon niveau de densification et très peu de défauts qui sont liés aux étapes de déliantage, les problématiques qui sont inhérentes à ces étapes, avec notamment des macroporosités qui sont très difficiles à combler pendant le frittage. Donc très classiquement, on arrive à des niveaux de densité qui sont à 99%, voire au-dessus, quand on travaille avec des poudres qui sont de suffisamment bonne qualité. Donc plutôt pour aller chercher des propriétés qui sont accrues, comme on le voit là, où le fait d'avoir un process qui va excessivement rapidement en température, avec des temps très courts, permet d'avoir un effet qui est assez immédiat, notamment au niveau des propriétés. Là, j'ai pris l'exemple de la dureté sur des céramiques qui est assez parlant, avec une augmentation de 15 à 50% de la dureté, qui est due vraiment à la limitation de la croissance granulaire dans ces matériaux-là, qui ont un impact directement sur la dureté des matériaux. On peut aussi travailler sur l'élaboration de nouveaux matériaux. Là, je voulais vous montrer deux exemples qui sont soit une partie vraiment composite avec donc des travaux qui ont été faits chez nous, soit sur la partie, soit sur des composites métalliques, soit sur des composites base céramique, avec deux exemples ici. Ici, on a des renforts diamants dans une matrice métallique qui c'était des applications pour des drains thermiques dans l'environnement du spatial. Et ici, des matériaux qui sont des
oxydes, MgO, qui ont été renforcés par des nanotubes de carbone, où on a un doublement de la ténacité simplement en mettant entre 2 et 3% de nanotubes de carbone. C'est un travaux qui a été fait aussi à EMAT il y a quelques années. Et vous voyez que quand on va faire une fissure dans ces matériaux-là, on a les nanotubes qui viennent euh, ponter les fissures et donc améliorer la ténacité. Là, l'avantage de la techno, c'est encore une fois, on va excessivement vite sur les temps de palier notamment. Donc, on a quand même de la liaison chimique qui peut se faire dans ce cas-là entre les composés avec des interfaces qui sont très nettes, qui ont des très bonnes propriétés avec des liaisons chimiques covalentes qui se créent aux interfaces, quand c'est possible en tout cas. Et très peu aussi du coup de croissance granulaire. Et donc c'est cette qualité d'interface qui vient donner des propriétés excellentes au matériau. Puis il y a une seconde possibilité qui est l'assemblage, qu'on va mettre dans l'assemblage de matériaux, où ici vous avez un exemple d'assemblage de métaux, donc du laiton, du cuivre et de l'aluminium, qui ont été assemblés en co-fritage de poudre, et avec des interfaces qui sont très nettes et là aussi avec une tenue mécanique qui est très bonne puisqu'il y a la liaison chimique dans les deux cas. Et dans le deuxième cas, vous avez un revêtement céramique sur une plaque d'inox avec une succession en fait, des couches qui sont avec une proportion croissante de zircone dans ce cas-là, jusqu'à 10 couches, et vous voyez la qualité des interfaces à chaque étape avec même un effet nivelant assez rapidement. Donc pour des revêtements qui sont assez épais, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a l'occasion aussi de pouvoir travailler sur différents types de matériaux, techniques ternaires, des systèmes de techniques ternaires, des verres métalliques, des alliages à haute entropie, des membranes poreuses aussi, puisqu'on a la capacité d'aller contrôler finalement le niveau de porosité qu'on va laisser dans le matériau, puisqu'on suit la densification du matériau in situ. Sur ces céramiques un petit peu exceptionnelles, on s'est un petit peu spécialisé depuis quelques années sur le développement de céramiques colorées, avec des couleurs et l'utilisation de pigments qui sont pas utilisables en temps normal dans les process un peu plus classiques, hein, comme on l'a vu. Et là, le fait de pouvoir avoir des temps très courts, finalement, permet d'utiliser et de garder intègre des pigments et d'avoir des matériaux qui ont vraiment un éclat et une tenue mécanique qui sont vraiment intéressantes. Donc avec des couleurs qui ont été développées, donc tout dans la gamme des rouges, oranges, roses ici, voilà, quelques bleus qu'on a pu développer, et puis là des nouvelles couleurs qui sont dans les jaunes, les roses un peu plus loin, les violets, voilà, donc avec beaucoup de couleurs qui sont développées en interne et certaines qui sont développées spécifiquement pour nos clients sur leur cahier des charges pour des produits bien spécifiques. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qui nous a beaucoup tenu à cœur dès le début et dès le lancement de la société, c'était de pouvoir mettre en place et mettre au point une modélisation du process qui est fiable et qui nous permet d'avoir les deux aspects expérimentaux et toute l'expérience qui avait pu être développée dans l'équipe auparavant, mais aussi numérique pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le procédé, hein, puisque c'est un process qui est rapide et du coup avec des phénomènes qui sont assez rapides qui se passent dans ce process et qui sont donc à maîtriser. Et ça, pour connaître un petit peu plus finement ces phénomènes-là, on a beaucoup investi sur la modélisation, donc qui nous permet, bien sûr, ce qui est assez immédiat, et ce que vous voyez sur la droite, c'est vraiment la partie électrothermique, de pouvoir s'assurer de quel gradient thermique on peut avoir dans nos outillages et de les limiter le plus possible. Donc en règle générale, hein, on sait que on peut avoir des gradients thermiques qui sont
quand on est à 1500 degrés, autour d'une dizaine de degrés sur l'ensemble de la pièce, donc qui sont excessivement. On a aussi développé toute une partie mécanique qui nous permet de designer les outillages qu'on utilise, mais aussi de pouvoir gérer tous les phénomènes de refroidissement dans les matériaux, et notamment quand on va travailler avec des matériaux assemblés qui ont des comportements très différents. J'ai un exemple juste après à vous montrer. Et puis ensuite, c'est tout ce qui nous permet de passer d'une phase, on va dire, prototypage à une phase de production sur des pièces qui vont être échelle 1 et de pouvoir gagner du temps dans cette étape de passage à la production. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Je voulais vous montrer justement un cas un petit peu particulier sur les assemblages de multimatériaux céramique métal et l'apport de la modélisation. Donc là, ici, on avait une pièce avec un qui était métallique, hein, assez épaisse, assez massif, c'est super alliage. Et l'objectif, c'était de pouvoir faire un revêtement assez épais de 500 microns céramique sur cette pièce-là pour la protéger, la corrosion de la température notamment. Le problème, donc l'avantage du SPS, vous l'avez vu, hein, c'est qu'on est capable de pouvoir aller faire une réaction de surface entre ces deux matériaux et d'avoir un revêtement qui tient et qui adhère à cette pièce. Problème sur une pièce de ce type-là, c'est qu'au refroidissement, ben, vous allez avoir la céramique qui, elle, reste en place parce qu'elle a un coefficient de dilatation qui est assez faible, et la partie métallique qui, elle, va travailler énormément et va avoir des forces comme ça qui vont la ramener, qui vont contraindre le matériau. Sur les premiers essais, quand on fait un cycle, on va dire, classique, ben voilà la pièce qu'on obtient au premier coup. Donc c'est une pièce où l'ensemble des coins a cassé et on a vraiment une fracture dans beaucoup de pièces et quelque chose qui est pas satisfaisant. Et là, la modélisation va nous apporter, parce qu'on va être en capacité de pouvoir modéliser l'ensemble des contraintes sur la pièce et de pouvoir proposer des cycles pour finalement permettre au système d'adapter les contraintes et de gérer ces contraintes-là. Et donc, finalement, de ce premier essai, on est parti en 2 essais. On voit déjà une nette amélioration, mais en fait, finalement, en seulement 3 essais, on a réussi à trouver un cycle qui était optimisé et qui nous permettait de gérer l'ensemble des contraintes dans le matériau pour pouvoir avoir une pièce qui était intègre à la fin. Voilà. Quelque chose qui, sans la modélisation, nous aurait pris des mois et des mois de mise au point, d'essais-erreurs et de ne pas comprendre à quelle température il fallait appliquer les paliers de redescente en température. Donc, si je dois résumer ce que je vous ai présenté un petit peu jusque-là, c'est que le procédé de frittage SPS, c'est un process qui est rapide. Il permet d'avoir des matériaux avec des hautes performances, des performances qui sont accrues, et puis il permet aussi de travailler sur des architectures un petit peu complexes, que ce soit de l'assemblage ou que ce soit des matériaux composites. Et il permet donc de produire des pièces qui sont là classiquement des pièces de ce type-là. Où on voit que finalement l'impact de la presse qu'on utilise va nous faire des pièces qui sont naturellement plates, avec une épaisseur qui est constante sur l'ensemble de la pièce. Et c'était une grosse limite du procédé jusque-là, avec des travaux qui permettaient de faire des pièces aussi complexes que ce qu'on a là pour la plupart. Et c'est ce qui fait notre spécificité aujourd'hui sur cette technologie, c'est que on a développé depuis 2015 maintenant une technologie qui permet de casser ce verrou-là en utilisant notamment sur la même utilisation et sur la même machine, un système de contreforme qu'on va mettre ici, que je vous ai simulé que j'ai marqué en gris, qui va permettre finalement d'aller générer une géométrie dans la pièce et de pouvoir générer des pièces qui sont directement au code semi-fini
et donc de générer des pièces qui ont directement une application industrielle. Donc ça va avoir l'intérêt de diminuer grandement les étapes d'usinage en post-traitement. Et puis ça nous permet aussi de contrôler sur l'ensemble des pièces la microstructure et d'avoir des microstructures qui sont homogènes en densité, en propriété, en taille de grain, et d'assurer d'avoir une température qui est la même dans l'ensemble de la pièce. Voilà. Sans renier les différents avantages que j'ai pu vous présenter jusque-là. Donc ça fait partie d'une famille de brevets qu'on utilise actuellement, des brevets qui ont été déposés de 2015 sur cette technologie et renforcés par la suite. Donc ça c'était une première façon. On a développé de façon plus récente une autre méthode pour générer des pièces de géométrie un petit peu différente, qui est finalement l'hybridation entre la fabrication additive et les avantages du frittage SPS. On sait finalement que le SPS est capable d'aller densifier des pièces par la technologie que je vous ai présentée, de formes diverses et jusqu'à des niveaux de densité qui peuvent aller jusqu'à 99,5%. Donc vraiment sur une étape de post-process, on va dire, une fois que la poudre est mise en forme. Le gros avantage là que va avoir le frittage SPS, c'est que cette capacité de densifier la pièce, il va être possible dès la sortie de pièces d'impression, y compris quand on parle de procédés d'impression à froid, que peuvent être le dépose-fil. Donc là, je renvoie à la présentation qu'a pu faire Nanoé hier, il me semble, ou il y a quelques jours. Les méthodes de stéréolithographie ou de Binderjet, donc projection de vie. Et là, on va prendre une pièce qui est densifié, qui sort d'impression, donc il y a un taux de densification de près 60%, entre 50 et 60%, donc porosité ouverte. On va la délianter parce que nous, on n'aime pas trop les liants, je vous l'ai dit, on travaille sans liant. Et puis, ensuite, on va passer sur le phénomène de frittage par SPS, donc tout en gardant les principes que je vous ai dit tout à l'heure, un temps de frittage inférieur à 1 heure pour des densifications qui sont au-dessus de 99,5. Voilà. Vous pouvez noter que on n'est, ceci dit, pas dans un frittage normal, classique, on va dire, naturel, et que le retrait, nous, se fait principalement dans l'axe de la pression. Voilà, c'est quand même un élément important à prendre en compte parce que ça sera des règles de conception qui seront différentes si on veut densifier sous charge que si on veut densifier en façon naturelle avec un retrait homogène dans les directions. Donc on a plusieurs exemples. Ça c'est un projet, c'est issu d'un projet qu'on mène avec le CEA Tech à Toulouse, où là on va utiliser la stéréolithographie sur des applications donc là en alumine sur cet exemple-là, et vous voyez donc une forme d'engrenage ici. Donc on a mis la poudre en forme à la poudre à froid et on va densifier la pièce, donc comme je vous le disais. Donc vous voyez que la section reste la même, qu'on a un gros retrait en Z. Ici la pièce est devenue noire, c'est toujours de l'alumine, mais c'est parce qu'on utilise un spray graphite sur la surface des pièces pour pouvoir les démouler plus facilement. Et donc là c'est avant le retraitement thermique, juste en sortie de fritage, et donc c'est pour ça que la pièce est toujours colorée. On a fait aussi des essais sur d'autres process, donc ici Binderjet avec des pièces en acier ici, et puis en carbone de tungstène, de pécobas, avec différentes géométries qui ont pu être faites. Vous voyez aussi ici, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais les détails qu'on peut retrouver sur la pièce, qui étaient sur la pièce accrue et qui sont toujours visibles après fritage. Si on regarde un petit peu, alors là je suis désolé, c'est sur des pièces métalliques, c'est pas un travail qu'on a eu le temps de faire sur les pièces céramiques. Ça c'est la microstructure en microscopie optique de cette pièce-là qui est faite en acier. Donc on voit un très gros taux de porosité après impression.
Et puis après fritage, on voit donc là c'est la microstructure, la même grandissement, non, le grandissement est un petit peu plus large, mais on voit très peu pas de porosité visible quand on passe en microscopie électronique. Là aussi, on voit des microstructures qui sont très très propres, sans porosité apparente. Et quand on va vraiment proche de euh, avec des grandissements qui sont plus importants, on voit qu'on peut avoir des porosités dans ce cas-là, mais qui sont très faibles puisqu'on est en dessous de 5 microns de façon classique avec des porosités qui sont circulaires. Dans ces cas-là, certaines issues des poudres et voilà, qui sont pas du tout dangereuses pour la santé matière, en tout cas des matériaux. Donc voilà un peu les différentes, voilà, des différentes pièces, différents exemples de pièces sur lesquelles on a pu travailler. Voilà, sur les différents procédés, différentes approches que je vous ai présentées jusque-là. Voilà. Donc pour résumer un petit peu euh, ce que je vous ai dit, donc le SPS, voilà, procédé qui est vraiment utile pour la fabrication de pièces haute performance. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher en premier lieu. Et puis la deuxième chose, c'est la possibilité de créer des matériaux innovants, d'ajouter des fonctions dans les matériaux, que ça soit par les matériaux en eux-mêmes, soit par l'association de matériaux qui sont un petit peu différents. Et on est particulièrement adapté sur les matériaux qu'on va dire pour identifier des matériaux qui vont être très difficiles à friter, voilà, notamment les matériaux réfractaires où la techno s'y porte très bien. On a développé voilà, plus récemment un nouveau process pour arriver en post-traitement, densification très rapide et avec très peu de porosité résiduelle à la fin. Donc ça c'est plutôt très intéressant pour des partenaires qui travaillent donc sur ces procédés-là de mise en forme. Et aujourd'hui, on est équipé vraiment pour pouvoir faire tout le développement du process sur nouveaux matériaux ou sur les nouvelles pièces et d'aller jusqu'à commencer aujourd'hui des productions qui sont bon, on va dire petites et moyennes séries en règle générale. Hein. On va parler de centaines à milliers de pièces aujourd'hui avec les équipements qu'on a à tous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis bien sûr, s'il y a des questions, euh, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup, Romain, pour ta présentation très claire, hein. Du coup, j'ai quelques questions qui sont arrivées via le chat. Il y en a une notamment sur les membranes poreuses. Quelle taille de pore minimum et distribution de porosité quand vous faites justement au niveau de l'équipe un fritage? Alors, on travaille sur cette thématique depuis assez peu de temps, vraiment là sur les cas où on se travaillait, on était sur des porosités qui étaient aux alentours des quelques dizaines de microns sur des porosités euh, contrôlées vraiment par la microstructure et aux alentours d'une dizaine de microns. D'accord. Ensuite, il y a une seconde question. Quels sont les intérêts d'utiliser des crus imprimés 3D, des préformes en somme, plutôt que des poudres? Alors vraiment, ce que nous apporte aujourd'hui l'impression 3D, c'est tout le processus de mise en forme des poudres. C'est un peu redondant, mais c'est vraiment l'apport finalement d'une géométrie à basse température qui est vraiment imprimée et, et donc finalement on a entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, mais plus qu'à densifier ce petit château de sable, si je vulgarise vraiment à l'extrême, euh, par le procédé. Parce que de pouvoir
créer un outillage euh, qui permet de générer une forme donnée, hein, comme le rouet qu'on a pu voir rapidement à l'image, que je peux vous remettre si c'est besoin là. Voilà, je les avais là. Pour créer une pièce de ce type-là, le moule à créer en parallèle de ça est quand même assez complexe. D'accord, très bien. Ensuite, une autre question. Qu'est-ce qu'une poudre adaptée au SPS? Taille, degré d'oxydation, morphologie. Alors, euh, le, le SPS est une techno assez sympa qui prend vraiment beaucoup de poudres différentes. Euh, on travaille avec des clients sur des nanopoudres qui sont vraiment avec des tailles très fines et qui ont l'avantage de garder ces tailles qui peuvent être nanométriques dans ces cas-là. En tout cas, de rester vraiment largement sous le micron, dans quelques centaines de nanomètres de taille de gras après fritage, euh, voire plus petit dans des cas très précis. Euh, Après, on a des exemples aussi où on va prendre des résidus d'usinage, des copeaux, et on va réussir à redensifier des copeaux euh, avec ce process-là. Donc, d'un point de vue de la techno, ça prend vraiment de façon assez large euh, les poutres différentes. On n'a pas besoin de granulométrie très resserrée comme on peut retrouver maintenant beaucoup en fabrication additive. Vous le savez, hein, pour densifier par fritage, c'est bien d'avoir une certaine distribution de poutres, donc on est assez à l'aise avec ça. Après, il y a quelque chose qui est vrai par contre, hein, c'est que la qualité de la pièce que vous allez avoir dépend quand même de la poudre que vous mettez au départ. S'il y a des impuretés dans la poudre, s'il y a des porosités dans la poudre, ça nous arrive sur des poudres métalliques. C'était un petit peu le cas sur la pièce que je vous ai montré tout à l'heure. S'il y a des porosités au sein des poudres, et bien c'est des choses qui peuvent se retrouver dans la pièce finale. Et donc la qualité de la poudre va jouer, et par contre, va pas impacter tant que ça le fritage. D'accord, merci. Une autre étape. Quelle est l'importance des étapes de remplissage et de compaction? Elles sont, elles sont clés parce qu'un une, une pièce par moule qui va être mal chargée va donner une pièce qui sera pas homogène à la fin. Et donc, vous allez pouvoir avoir des porosités qui sont, notamment des porosités qui sont sur certaines parties de la pièce parce qu'il n'y aura pas eu assez de matière qui est disposée. Mais ça, je pense que c'est le cas dans beaucoup de process. Et c'est ce que j'expliquais au tout début sur le process. On a des étapes de contrôle à ce niveau-là qui sont hyper importantes dans notre cas et qu'on fait de façon systématique tout simplement pour avoir des pièces de bonne qualité. D'accord. Une autre question. La couleur des céramiques qui sont produites par SPS sont-elles stables, en particulier lors d'un recuit sous air? Oui, mais ça dépend. Alors, comment vous dire alors, ça va dépendre les poudres qu'on peut utiliser. Des fois, ça nous arrive d'utiliser notamment des pigments qui ne sont pas stables sous air. Donc là, ils sont dégradés si un recuit sous air. Après, il y a une frange assez large de pigments qu'on utilise qui peuvent être des pigments qui tiennent en température et sous atmosphère oxydante. Et donc, il est même conseillé de pouvoir faire un recuit pour homogénéiser, changer un petit peu l'éclat de la pièce. Il faut savoir que le SPF, je ne l'ai pas dit, mais classiquement, on travaille dans une atmosphère qui est donc l'enceinte est sous vide ou sous gaz neutre.
travaille très peu sous oxygène à cause du graphite, vous le comprendrez. Mais l'environnement graphite donne quand même un environnement à la pièce, une atmosphère qui est légèrement réductrice. Et quand on travaille sur des céramiques de toutes couleurs, on travaille beaucoup avec des zircones. Et les zircones ont tendance à se réduire légèrement quand on travaille par SPS. Et donc avoir un effet un petit peu grisé en sortie de SPS. Et donc l'étape de recueil est une étape qu'on fait régulièrement. Il y a une autre question justement sur ces fameux moules en graphite. Les moules de espèces est-il toujours en fait en graphite? Car cela peut poser des problèmes d'interface avec les poudres à traiter. Quelle autre matière peut être envisagée pour remplacer le graphite s'il y en a? Alors, les moules qui sont classiquement utilisés, donc vous l'aurez compris, c'est des moules qui doivent conduire le courant et pas trop mal la chaleur, si possible. On va retrouver dans des températures un peu plus basses d'utilisation des moules en carbure de tungstène qui sont, qui ont un coût d'investissement qui est un peu plus important, mais par contre une durée de vie qui peut être bien meilleure parce qu'ils résistent vraiment à des très hautes pressions. Par contre, on les utilise en dessous de 800 degrés en règle générale, mais ça peut être tout à fait conseillé sur des fêtages qui sont à plus basse température. Sur les outillages graphite, effectivement, il y a des problèmes de carburation avec certains matériaux, alors, notamment quand on va travailler avec des métaux, et notamment des superalliages, je ne vous le cache pas, ou même des titanes, ça, ça aime beaucoup le graphite. Il y a toute une gamme de solutions de matériaux d'interface que l'on peut ajouter au graphite ou en surface du graphite pour pouvoir limiter ces pollutions. Il faut savoir que les matériaux sont pas en contact, en général, ne sont pas en contact direct avec le moule. Il y a toujours une interface qu'on va déposer soit par spray, soit par un coating en surface. Et donc, en règle générale, il y a assez peu de contact entre le graphite du moule et le matériau. D'accord. Question supplémentaire, quelle est l'épaisseur minimale d'une strate dans les structures à gradient? Alors, c'est un problème de process de poudre, vraiment, plus que de techno. Et nous, sur les choses qui sont utilisables euh, classiquement, ce qu'on arrive à faire, on est autour en minimal entre 100 et 150 microns, sachant que, alors quand on part de poudre, des fois ça nous arrive de travailler avec des feuillards, donc là on peut maîtriser sur euh, des épaisseurs qui sont beaucoup plus fines, mais on est preneur s'il y a des solutions de processer des poudres sur des couches beaucoup plus fines euh, dans nos outillages. Voilà, c'est des choses qui peuvent être améliorables par ce biais-là. Une question également sur le traitement thermique. Comment gérer le stress interne des pièces avec un refroidissement de 100 degrés par minute? Alors c'est une très bonne question. Et en fait, la réponse, elle est que sur un matériau qui est euh, euh, monolithique, qui n'a euh, qu'un seul, qui a qu'un seul matériau, hein, donc je parle pas du revêtement que j'ai pu exposer auparavant. Donc sur les pièces qui sont ici, hein, qui sont d'une seule nature, en fait, le niveau de stress à l'intérieur des pièces, il est quasiment nul. Savoir qu'on part de poudre, qu'on vient densifier de façon homogène en même temps dans notre pièce. Et donc, il y a très peu de contraintes qui sont à l'intérieur de ces matériaux. On n'est pas du tout dans le cas où qu'on peut connaître maintenant beaucoup dans les fabrications additives laser, où on va travailler sur des couches par couche et on a des matériaux qui sont fondus puis refroidis couche par couche à très grande vitesse. Donc, nous, on est vraiment sur un fruitage qui est homogène, qu'on contrôle, vous l'aurez compris, par le design des moules, la modélisation, etc. Mais très peu de contraintes dans nos matériaux. D'accord.
Ensuite, il y a également une question sur la durée de vie des moulins en graphite. Voilà, peut-on connaître la durée de vie d'un moulin en graphite, tout simplement? C'est très, enfin, là aussi, ça va varier avec les matériaux qui sont utilisés, les températures, etc. Mais en gros, un moule graphite, ça va tenir, pour vous donner un ordre de grandeur, mais entre 50 et 100 cycles assez facilement. Et c'est pas un matériau qui est excessivement cher à l'achat sur les outillages qu'on utilise, qui sont finalement des cylindres, hein, la plupart du temps. D'accord. Et juste pour rebondir par rapport à un moule en carbure de tungstène dont tu parlais tout à l'heure. Carbure de tungstène, on a des prix qui peuvent être jusqu'à 3 à 5 fois plus chers. D'accord. Donc les moules en Euh, graphite, en règle générale, c'est des quelques centaines d'euros. Et les moules en tungstène, carbure de tungstène, vont être plutôt sur quelques milliers d'euros. Ça marche. Question supplémentaire, quel est le média qui transfère la pression et l'énergie joule à la pièce 3D printée lors du post-traitement SPS? Ah, c'est une très bonne question. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Malheureusement, je pense que je vous la donnerai pas aujourd'hui directement. Euh, non, enfin, pour le coup, c'est vraiment au cœur de métier chez nous et du savoir-faire. C'est vraiment par ça qu'on fait aujourd'hui la différence par rapport à des concurrents, et c'est quelque chose sur lequel on développe encore beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est des choses qui restent en interne. D'accord. Combien de cycles peut-on envisager sur 24 heures? Alors, la machine qu'on a aujourd'hui à Toulouse, c'est une machine qui est l'équivalent d'une ligne pilote chez nous, qui n'est pas adaptée à la production à haute cadence. Donc, je vous ai dit aujourd'hui qu'on a des cycles qui durent en gros 1 heure. Il faut savoir qu'à chaque cycle, avec la machine qu'on a là, on est obligé d'ouvrir l'enceinte, de relâcher, donc de casser le vide, d'ouvrir l'enceinte, de récupérer la pièce, d'en remettre une et de relancer. Donc en gros, hein, 1 heure par cycle, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Il y a des machines qui sont automatisées, qui sont des machines de production. Dans ce cas-là, c'est tout ce que vous allez pouvoir trouver, connaître vous, en termes de fours industriels. Donc c'est des fours à passage dans lesquels on va avoir une enceinte qui est dédiée au fritage. Et dans ce cas-là, quand on veut monter, nous, alors, je vais prendre l'exemple les zircones chez nous se densifient, vu qu'on a l'apport de la pression, elles se densifient autour de 1200 degrés. Euh, donc, pour monter jusqu'à 1200 degrés, si vous l'avez compris, à 100 degrés par minute, on met à peu près 12 minutes. On a entre 3 et 5 minutes de temps de palier. Et à partir de ce moment-là, donc on a une petite vingtaine de minutes, le fritage est fini. Dans des fours à passage, on peut enchaîner un fritage toutes les 20 minutes, du coup. Voilà. Donc, je vous laisse faire le calcul sur 24 heures quand on a des fours qui sont automatisés et qui permettent de faire ces types euh, de cadences-là, sachant qu'il est possible de pouvoir mettre plusieurs pièces dans un moule, le cas échéant, suivant encore une fois la taille de la pièce, ce qu'on cherche. Il y a également une autre question. Peut-on rencontrer des problèmes de densification lorsqu'un échantillon final a une épaisseur importante? Je pense notamment à la circulation du courant électrique. Alors, c'est des choses qu'on maîtrise. Si on a une hauteur, on peut travailler, on a déjà travaillé sur des systèmes euh, d'éprouvettes cylindriques, où on les travaillait dans la hauteur, donc avec vraiment un Z qui était beaucoup plus important que les dimensions en XY, et on avait des choses qui étaient assez homogènes. Donc c'est des choses qui sont assez bien gérées par les outillages, le design des outils qu'on a, et qui sont bien aidés par la modélisation. C'est un autre exemple de l'apport de la modélisation. D'accord. Et une dernière question. Avez-vous essayé, ah ben, du coup, une avant-dernière, avez-vous essayé d'assembler des batteries tout solides? Euh, alors,
Nous, en interne, non. Je sais qu'il y a des gens qui le font au niveau, au niveau labo. Donc, c'est des choses qui sont adaptables qui sont atteignables par la technologie, avec l'avantage, dans certains cas, j'ai déjà vu des travaux où on pouvait créer des différences et des gradients finalement avec des matériaux qui, soit par les matériaux, soit par les outillages utilisés, et des gradients de densité suivant les couches, avec des couches d'électrolytes qui vont être plus ou moins poreuses, notamment, euh, voilà, et des cathodes et des anodes qui vont avoir des caractéristiques et des densités différentes, et justement pour pouvoir jouer sur cet intérêt-là et sur ce type d'application. Donc oui, c'est possible. Nous, on n'y a pas travaillé directement. D'accord. Et donc, du coup, ça répond finalement un peu à la question suivante. Peut-il y avoir un gradient de densité dans la pièce fritée? Alors, en règle générale, nous, personnellement, on essaie d'éviter, parce que nos pièces, elles ont, aujourd'hui, les demandes qu'on a en tout cas, c'est d'avoir des pièces qui sont homogènes, parce qu'elles ont besoin de répondre aux sollicitations mécaniques de façon homogène sur l'ensemble de la pièce. Après, comme je l'ai dit, il y a des solutions, soit dans les matériaux utilisés, soit, soit dans les outils qu'on va développer pour pouvoir créer des gradients de densité euh, dans les pièces si besoin. Notamment, on peut penser à avoir des revêtements céramiques sur des pièces métalliques avec un contrôle d'un certain gradient sur la partie céramique. Et c'est des choses qui se font, qui ont déjà été faites, sur lesquelles on a déjà été associé. Le contrôle, je vais peut-être revenir attendez, si vous me permettez, si on a un tout petit peu de temps, sur le schéma du process. Excusez-moi, hop, c'était plus haut. Voilà. Ici. En fait, il faut savoir que dans les, les datas qu'on enregistre, on connaît parfaitement le déplacement de notre électrode en bas, elle est monitorée, donc on sait suivre son déplacement, qui est une façon assez dérivée d'aller regarder finalement la dilato de notre pièce en direct. Et donc vraiment, on peut avoir un contrôle qui est très fin du niveau de densité dans les pièces. Alors là, je parle là aussi d'un point de vue sur une pièce qui serait homogène en densité hein, dans ce cas-là. Et donc c'est des choses qu'on suit vraiment excessivement bien là par un aspect finalement géométrique. Voilà. Je sais pas. Il y a peut-être plus de questions. Non, c'était effectivement la dernière. Donc, voilà. Merci Ça beaucoup. marche. Merci beaucoup pour toutes ces questions, en tout cas, qui étaient. Ouais, j'en profite juste avant de te laisser la parole Vas-y. pour toutes vos questions. Voilà, j'espère que j'y ai répondu. De toute façon, vous avez mon mail qui est disponible ici, donc n'hésitez pas si jamais il y a des questions supplémentaires ou si vous voulez approfondir la discussion. On est joignable dans ces temps où on est enfermé à la maison. On est joignable, donc n'hésitez pas. Ben, merci à toi, Romain, pour le temps que tu nous as accordé. Juste pour complément, à la suite de la réunion, tu pourras communiquer peut-être la présentation aux participants. Si certains ben, le souhaitent, voilà, ils peuvent refuser également qu'on transmette les mails, mais l'idée, voilà, c'est que tu puisses revenir vers les participants en leur transmettant la présentation. Ben, merci vraiment à tous d'avoir participé. N'hésitez pas ben, à aller voir le programme sur notre site internet s'il y a d'autres journées qui vous intéressent et à revenir vers Romain. Voilà, si vous avez des questions complémentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir et bon après-midi.